Après que l'homme imposant entra et s'installa dans l'assemblée, l'atmosphère dans la salle sembla se figer, les conversations s'étaient réduites à de simples regards. Personne n'osa bouger. Même les respirations semblaient suspendues, étouffées par la tension que sa présence imposait. Ses mains croisées devant lui, immobiles, étaient les seules choses à observer car son visage, fermé comme une forteresse, ne laissait filtrer aucune émotion. Même les plus téméraires détournaient les yeux, comme si croiser son regard pouvait être interprété comme un affront. Chacun retenait son souffle, suspendu à l'invisible fil de sa volonté. Ce n'est que lorsqu'il leva lentement la tête que Nora comprit. À cet instant, une étrange sensation s'empara d'elle, viscérale, glaçante. Un flash, net et brutal, traversa son esprit. Son rêve. Celui qui l'avait tant perturbé. Ce rêve où elle se retrouvait dans une partouze étrange, observée par un homme imposant, assis sur une sorte de trône. Cet homme dont elle n'avait jamais pu discerner le visage. Ce mystérieux regard perçant, cette aura menaçante. C'était lui. Tout en lui, sa posture, son boubou, son chapeau, son aura, tout correspondait. Un frisson lui remonta la colonne vertébrale. Son esprit se mit à tourbillonner. Était-ce vraiment une coïncidence? Ou son rêve avait-il été une sorte d'avertissement? Une prémonition? Était-elle en train de découvrir un plan caché de cette entreprise qu'elle n'aurait jamais dû entrevoir? Perturbée, elle tenta de se ressaisir. De se convaincre que son imagination lui jouait un mauvais tour. Mais rien n'y faisait, tout en elle criait que quelque chose de grave, d'incompréhensible, se tramait. La réunion avait commencé dans une atmosphère pesante, presque solennelle. Aucun ordre du jour n'avait été distribué. Pourtant, chaque personne autour de la table semblait parfaitement au courant de ce qu'il fallait dire, comme si une entente tacite ou un rituel silencieux liait déjà tous les convives. Seule elle, encore nouvelle malgré ses mois de présence, se sentait étrangère à cette chorégraphie étrange. Le dernier arrivé, l'homme d'une prestance saisissante, vêtu d'un grand boubou noir brodé, avait pris place en bout de table. Il avait pris la parole d'un ton posé mais ferme. « Je suis le PDG du groupe. Je viens d'Abuja. Certains me connaissent, d'autres pas encore. Ce soir, nous allons parler vrai. » Un frisson l'avait traversée. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose dans sa voix et sa présence l'avait troublée profondément. Puis les prises de parole avaient commencé, à tour de rôle. Chacun se levait, exposait calmement un bref bilan de ses missions, ses obstacles, et formulait des demandes, pas de budget ou d'outils, non, mais plutôt des accès, des autorisations spéciales, des validations. Les mots étaient neutres, mais leur ton, lui, était chargé d'un sous-entendu qu'elle ne comprenait pas encore. Quand ce fut enfin son tour, elle s'apprêta à se lever, mais la voix grave et posée du PDG l'interrompit net. Son regard, perçant et inébranlable, se fixa sur elle, et le silence dans la salle devint plus lourd encore. « Mademoiselle, dit-il calmement, votre présence ici ce soir n'a pas le même objectif que celle des autres. » Elle resta figée. Tous les regards s'étaient tournés vers elle, mais personne ne bronchait. Le PDG poursuivit, d'un ton plus bas, presque confidentiel, mais que chacun pouvait entendre. Vous êtes ici pour observer, pour comprendre, et surtout, pour manifester votre reconnaissance. Un nœud se forma dans sa gorge. De quelle reconnaissance parlait-il? Et comment était-elle censée l'exprimer? Elle tenta de prendre la parole, mais il la devança. J'ose espérer que vous êtes consciente de l'aide que vous a apportée Achille. Elle sentit ses joues chauffer. Le prénom avait claqué dans l'air comme un verdict. Achille. Son ancien camarade d'université. Celui qui l'avait introduite ici. Celui avec qui elle avait partagé bien plus qu'une conversation professionnelle. Son cœur s'était emballé. Le PDG continuait de la fixer, sans cligner des yeux. Elle ne savait pas quoi répondre. Devait-elle remercier publiquement? Devait-elle expliquer ce qu'elle ne comprenait pas elle-même? Tout dans la salle semblait chorégraphié, comme si chacun savait ce qu'elle devait faire, sauf elle. Lorsque son tour arriva pour prendre la parole, elle s'apprêtait à faire comme les autres, dresser un bilan rapide de son travail, évoquer ses besoins professionnels. Mais à peine avait-elle ouvert la bouche que le PDG leva la main pour l'interrompre, calmement, mais fermement. « Le but de ta présence ici ce soir n'est pas celui des autres », déclara-t-il d'une voix grave, qui imposait le silence et figeait l'air. La stupeur l'envahit. Elle regarda autour d'elle, tentant de croiser un regard complice, mais tous gardaient les yeux baissés ou fixaient le vide avec une étrange solennité. Le PDG, assis au bout de la grande table, poursuivit.
Il lui expliqua que sa présence était un honneur, une sorte de rite d'acceptation, une reconnaissance pour ce qu'elle avait reçu. Selon lui, son ascension fulgurante dans l'entreprise ne devait rien au hasard. Il la remercia de s'en montrer consciente, ajoutant qu'une simple reconnaissance n'était pas à la hauteur du changement radical qu'elle avait connu depuis son embauche. Puis, sans la moindre émotion, le PDG lui demanda si elle comprenait vraiment pourquoi elle avait été recrutée et surtout, pourquoi elle avait grimpé si vite les échelons. Confuse mais droite dans sa chaise, elle répondit naïvement que c'était sans doute grâce à ses compétences et ses performances. Un léger rictus fendit les lèvres du PDG. Il rétorqua que la performance seule ne suffisait pas ici. D'ailleurs, dit-il, il y avait beaucoup de femmes dans la société bien plus compétentes qu'elle. Ce qu'elle avait, elle, c'était un autre potentiel précieux et rare. Et si elle savait s'en servir, elle pouvait aller beaucoup plus loin. Bien plus loin. Les battements de son cœur s'accélérèrent. Tout à coup, elle réalisa qu'elle n'avait jamais vraiment compris ce qui se tramait autour d'elle. Et ce soir-là, les pièces du puzzle commençaient lentement à s'emboîter. L'ambiance étrange, les règles tacites, l'omniprésence silencieuse du secret professionnel, les regards qui se détournaient quand elle posait certaines questions. Quand elle avoua ne pas comprendre, ce fut Achille, celui qui l'avait retrouvée et lui avait ouvert les portes de ce monde doré, qui prit la parole. Il lui expliqua que dans cette entreprise, les relations amoureuses étaient permises, mais pas avec n'importe qui. Il fallait que ce soit entre membres d'une même congrégation. Une communauté. Une confrérie. Puis il la regarda droit dans les yeux et lui déclara qu'elle faisait déjà partie de cette congrégation. Elle fronça les sourcils. Quelle congrégation ? Je ne fais partie d'aucune. Il eut un léger rire, sans joie. Nous le savons tous. Dès aujourd'hui, tu en as une. Tu as déjà franchi les étapes sans le savoir. Depuis la première nuit, tu as été marqué. Ce n'est pas un hasard si tu rêves si intensément, si ton corps réagit même dans ton sommeil. La pièce semblait se refermer sur elle. Elle repensait aux rêves, aux sensations trop réelles, aux visages familiers mêlés à des figures menaçantes. Était-ce cela, leur manière de choisir les élus ? Tu as été sélectionné, continua-t-il, parce que tu portes une énergie rare. Certains naissent avec. Peu en sont conscients, mais ici, nous le savons, nous le voyons. Et nous l'utilisons, pour le bien du groupe. Et maintenant, demanda-t-elle d'une voix étranglée. Maintenant, tu dois t'unir. Pas avec n'importe qui, non. Avec quelqu'un ici, qui partage notre vision. Moi, ou un autre. Cela renforcera la cohésion spirituelle du groupe. Et ça te garantira une place encore plus élevée. Elle n'arrivait plus à parler. L'air semblait trop dense pour ses poumons. Elle comprenait maintenant, rien n'avait été normal depuis le début. Ni sa rencontre fortuite avec Achille, ni son recrutement, ni ses rêves, ni même les avertissements étranges concernant les relations extérieures. Tout avait été orchestré. Elle n'était pas entrée dans une entreprise. Elle avait été initiée dans un système plus grand, plus ancien, invisible, qui fonctionnait sur des règles ésotériques et des pactes silencieux. Elle n'en revenait pas. Achille, celui-là même qui l'avait repoussée après l'avoir consommée sans état d'âme, prétendait à présent qu'elle devait s'unir à lui ou à un autre, comme si tout cela n'était qu'un simple arrangement logistique. Elle sentait sa colère monter, mais elle se contint. Le moment n'était pas aux éclats. Elle le fixa, les yeux brillants de révolte, et lui rappela doucement, mais fermement, ce qu'il semblait vouloir ignorer. Tu m'as déjà rejeté, souviens-toi. Après avoir eu ce que tu voulais, tu t'es éloigné. Tu ne voulais même plus qu'on en parle. Mais lui se contenta de sourire, ce sourire désinvolte, presque cruel. Je n'étais pas encore sûr que c'était moi. Il faut passer le test, tu sais bien. Le mot « test » résonna dans sa tête comme un écho inquiétant. De quel genre de test parlait-il ? Et pourquoi avait-elle l'impression que tous autour d'elle savaient déjà ce qui allait suivre ? Elle sentit alors une tension étrange flotter dans la pièce. Les regards, jusqu'ici figés sur elle avec une fausse neutralité, commençaient à se fissurer. Des sourires moqueurs apparaissaient sur certains visages. D'autres chuchotaient à peine, trop heureux, semblait-il, d'assister à la suite de ce spectacle. Elle avait l'impression d'être au centre d'un rituel dont elle ignorait les règles. Puis, d'une voix calme et tranchante, le PDG mit fin au murmure ambiant. Assez parlé. Il est temps. Il fit un signe bref vers la secrétaire du boss de filiale, qui jusqu'ici était restée debout près de la porte, immobile, comme une statue. Lance les hostilités.
À peine le PDG eut-il donné son signal que l'atmosphère dans la salle changea brusquement. La secrétaire se leva d'un pas calculé et se plaça au centre, comme si elle allait prononcer un discours. Mais à sa grande surprise, d'un coup la secrétaire s'est mise à défaire les braguettes des pantalons de certains hommes. Elle a demandé à sortir car elle ne me sentait pas bien, mais la secrétaire l'a rétorqué qu'il n'y a pas moyen car ces célibataires ont faim. En fait, elle n'avait défait que les barquettes des célibataires. Nora ne comprenait rien à ce qui se passait. L'ambiance devenait de plus en plus pesante, rituelle. Elle commençait à se sentir mal à l'aise. Son cœur battait trop vite. Elle se leva instinctivement et demanda à sortir, prétextant une gêne soudaine. Mais la secrétaire s'est tournée vers elle, un sourire étrange aux lèvres. « Il n'y a pas de sortie possible, dit-elle doucement, presque compatissante. Ces hommes ont attendu longtemps. » Avant que qu'elle ne puisse protester davantage, le RH prit la parole, d'une voix calme mais autoritaire. « Tu as signé le secret professionnel. Ce que tu vis ici, ce n'est que la suite logique de ton ascension. Une étape nécessaire. Le succès ne se donne pas. Il se mérite. Et surtout, il se protège. Si tu refuses ou si tu essaies de quitter cette salle en révélant quoi que ce soit, ce ne sera pas simplement ta carrière que tu perdras. » Son regard était glacial. Ce n'était plus une réunion. C'était une initiation. Autour d'elle, tout semblait suivre un scénario bien rodé, comme une mise en scène maîtrisée. Pourtant, elle ne connaissait pas son rôle. Ou plutôt, elle venait à peine de comprendre qu'elle en avait un, imposé, dissimulé derrière des promesses de réussite et de reconnaissance. Autour d'elle, les couples officiels du groupe semblaient glisser dans une sorte de rituel trouble et silencieux, chacun suivant des gestes et positions précises. Ceux qui étaient désignés comme célibataires devaient se mélanger dans la paretouze. Elle pleurait mais on s'en foutait. Elle a été abusée et Sodo ainsi que misée à outrance par 6 hommes comme affamés, presque mécaniques. Elle, au milieu de tout cela, était figée. Ses larmes coulaient sans bruit, et personne ne semblait s'en émouvoir. Même lui, Achille, celui qu'elle avait aimé, faisait partie du cercle, prêt à prendre part comme si rien ne s'était jamais passé entre eux. Comme si elle n'était qu'une pièce de plus à intégrer. Le PDG, impassible, la regardait. Il ne souriait pas. Il observait. Calculait. Comme un homme qui vérifie si une machine nouvelle est prête à s'intégrer au système. Ce soir-là, elle comprit que dans leur monde, le pouvoir n'était pas offert. Il se prenait. Et il se payait. Elle était rentrée chez elle brisée. Son corps lui appartenait à peine. Elle avait l'impression de flotter dans un cauchemar qui ne finissait pas. Rien n'avait de goût. Rien n'avait de forme. Elle s'était assise dans un coin de sa chambre sans allumer la lumière, recroquevillée, le regard perdu dans le vide. Elle ne s'était pas lavée. Pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce qu'elle n'y arrivait pas. La sensation d'être sale n'était pas seulement physique, elle était profondément ancrée dans sa peau, dans son esprit. Le lendemain, elle resta enfermée. Puis le surlendemain aussi, incapable de manger, de parler, de faire un seul geste vers le monde extérieur. Le 3e jour, la sonnette retentit. C'était lui. Achille, son ancien camarade devenu messager du système. Il entra sans attendre qu'elle l'Y invite. Son visage exprimait une fausse compassion, un mélange malsain de compréhension et d'autorité. Il s'assit face à elle, comme si de rien n'était, et tenta de prendre un ton doux. « Je sais ce que tu ressens. Ça fait ça au début. Mais tu vas t'y habituer. C'est toujours comme ça au départ. » Elle ne répondit pas. Son silence était lourd, chargé de haine, de peur, de dégoût. Elle n'avait qu'un désir, qu'il parte. Qu'il la laisse s'effondrer en paix. Mais il se leva lentement, s'approcha d'elle et lui lança, cette fois d'une voix beaucoup plus dure, beaucoup plus glaciale. « Si tu ne retournes pas au travail très bientôt, ce ne sera plus ton chez-toi. Tout ce que tu crois posséder peut s'envoler en un claquement de doigts. Ton appartement, ta voiture, ton compte en banque, même ta lucidité. Tu risques de tout perdre. » Il marqua une pause, puis ajouta en la fixant. « Et les gens que tu aimes, ceux qui ont profité, ne seraient-ce que d'un grain de ton succès, ils deviendront vulnérables. Très vulnérables. » Elle l'avait chassé avec toute la rage qui lui restait. Même si ses jambes tremblaient et que son cœur battait à tout rompre, elle avait tenu bon. Elle ne voulait plus voir son visage, ni entendre sa voix faussement apaisante. C'était sa maison. C'était son silence. Il n'avait pas le droit de le briser. Le lendemain, elle resta chez elle. Murée dans sa douleur.
isolée dans ce monde devenu brutalement hostile. Les heures passaient au ralenti, et chaque minute semblait peser comme une pierre sur sa poitrine. Vers 16 heures, son téléphone sonna. Une voix paniquée, haletante. C'était un membre de la famille. Son père. Il avait eu un terrible accident. Son véhicule avait percuté un camion à pleine vitesse. Les secours l'avaient retrouvé inconscient, en sang, le corps coincé sous les tôles. Transporté d'urgence à l'hôpital, il était désormais dans le coma. Elle lâcha son téléphone. Le monde autour d'elle s'effondra en un instant. Elle n'avait même pas la force de pleurer. Elle savait. Au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas un simple hasard, que ce qu'il lui avait dit la veille, c'était vrai. Elle se précipita à l'hôpital. Son père, ce pilier de sa vie, était là, inconscient, le visage marqué par la douleur, les machines respirant pour lui. Elle voulut participer aux frais, faire au moins cela pour lui. Elle se dirigea vers le guichet, inséra sa carte bancaire, composa le code et attendit. Transaction refusée. Elle essaya encore. Puis encore. Rien. C'était comme si toutes ses ressources s'étaient évaporées en une nuit. Son compte, vidé. Son accès, bloqué. Elle n'avait que quelques billets dans son sac, de quoi à peine acheter de quoi manger. La honte fut aussi violente que la peur. Sa famille dut prendre en charge les soins. Elle, la fille autrefois admirée pour sa réussite fulgurante, se tenait là impuissante, fauchée, salie, dépossédée de tout ce qui faisait autrefois sa fierté. Le lendemain matin, poussée par un mince espoir, elle se rendit à sa banque. Peut-être était-ce une erreur, un bug informatique, un malentendu. Elle s'assit face à l'agent, tendit sa carte et attendit, les mains moites. Mais après quelques clics sur son clavier, le visage du conseiller changea. « Je suis désolée, mademoiselle, mais votre compte n'existe pas dans notre base de données. » Elle n'entendit même pas la suite. Tout autour d'elle devint flou, comme si elle s'enfonçait dans un puits sans fond. Elle sortit de la banque, hébétée, et resta quelques minutes debout sur le trottoir, sans but. Tout s'éclairait avec une froide évidence, il contrôlait tout. Même sa propre identité financière. Elle savait ce qu'elle devait faire. Revenir. Revenir là-bas. Retourner à son poste, reprendre sa place, faire comme si rien n'avait changé, parce qu'en réalité, tout avait déjà changé. Elle était marquée, liée, imbriquée dans leur monde. Et qu'elle y retourne ou non, il ne la lâcherait plus. Lorsqu'elle franchit à nouveau les portes de l'entreprise, rien n'avait changé. Les couloirs étaient les mêmes. Les regards aussi. Certains détournaient les yeux, d'autres affichaient un sourire poli, presque moqueur. Aucun mot sur son absence. Aucune demande d'explication. Comme si tout avait été prévu. Comme si son effondrement faisait partie du plan.